Merci, Monsieur le Président, de votre message plein de sagesse, de philosophie et une belle référence à Rumi. C'est tout aussi un programme. Mais j'ai envie de dire merci surtout de votre soutien, de votre engagement et de votre fidélité aux rencontres Orient-Occident. Je sais l'importance que vous accordez à ce festival devenu au fil de ces 12 années un rendez-vous culturel et intellectuel important pour la ville de Sierre et qui permet au soleil de Sierre de rayonner au-delà de ses frontières. Encore une fois de plus, Pierre, merci de ta présence et de ton soutien. Mais pour rayonner encore plus loin, il fallait pour cette soirée compter sur la présence d'une personnalité dont le parcours politique, l'expérience, l'autorité morale, je dirais même l'aura, exprimerait tout l'esprit des rencontres Orient-Occident, toutes les valeurs qu'elles entendent défendre. Mission réussie, merci Louisa Balin, puisque j'ai donc le plaisir et surtout l'immense honneur de passer la parole à M. Enrico Letta, président de l'Institut Jacques Delors, membre du Parlement italien, ancien président du Conseil des ministres italien et aujourd'hui chargé par le Conseil de l'Union européenne de rédiger un rapport stratégique sur le marché unique. Le thème de son propos, l'importance du dialogue Orient-Occident face aux incertitudes du présent. Monsieur Letta, je vous passe le micro. Je ressens tout le privilège et tout l'honneur d'être ici cet après-midi, ce soir avec vous, dans ce lieu qui est un lieu magique, mythique. Et je ressens tout le privilège et tout l'honneur parce que vous êtes à la 11e occasion de ces rencontres Occident-Orient, Orient-Occident, dans un temps dans lequel on avait pensé que la géopolitique et donc l'histoire avaient terminé de jouer son rôle chez nous. Et tout d'un coup, on a tous été un peu frappés de voir qu'on s'était trompé. La géopolitique, l'histoire reprenaient brillamment le centre de nos vies. Et alors, cette réflexion aujourd'hui que je voudrais faire avec vous, dont je vous remercie chaleureusement pour cette occasion et pour l'honneur que vous me faites d'être là et de pouvoir dire avec quelques mots, avec quelques idées, avec quelques pistes de réflexion sur la base de mon expérience, de quelques petites expériences personnelles que je vais partager avec vous, mais aussi avec quelques idées sur l'avenir. Un avenir qui doit être un avenir de dialogue. Et je vais chercher, donc, tout au long de cette réflexion, de dire pourquoi il ne doit pas seulement être un avenir de dialogue parce que nous sommes ici en train d'avoir de bons sentiments et qui poussent dans cette direction. Mais c'est même l'avenir de notre espèce, de l'espèce humaine sur cette terre qui nous oblige aujourd'hui à faire prévaloir un dialogue qui soit un dialogue convaincant et efficace. Donc je vais faire un premier point qui est le point qui commence en racontant qu'est-ce que ça a été toute une phase de nos vies, peut-être une paire de décennies dans lesquelles on a pensé que tout le monde allait devenir Occident et que donc vos rencontres n'avaient plus de sens parce qu'il y avait seulement l'Occident. Et tout ça, je vais chercher d'expliquer comment ça s'est terminé mal. Puis je vais faire un deuxième point sur lequel Occident, Orient, Orient, Occident, et tout d'un coup, le grand protagoniste aujourd'hui, c'est le Global South, comme on dit, qu'on n'a pas très bien vu arriver, qui vient d'arriver, protagoniste essentiel de la vie de nos relations internationales, et qui est devenu aujourd'hui quelque chose qu'on ne comprend pas très bien et qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Et tout ça, mon troisième point, qui sera le point lié à nos conflits existentiels, qui sont les conflits qui sont en train de mettre en grand péril, en grand danger l'espèce humaine, et pour lesquels le dialogue est fondamental, essentiel, entre l'Orient, l'Occident, et évidemment le Global South dont je vais parler. Puis je vais terminer avec une petite histoire qui vous donne un peu le sens de ce que je vois en termes de dialogue et d'action pour l'avenir, pour le futur.
Et donc alors, cette géopolitique, cette histoire qu'on nous avait racontée qu'elle était terminée, et cette histoire qu'on nous avait racontée qu'elle était terminée avec la géopolitique, et tout d'un coup, le 24 février de l'année passée, est revenue, parce qu'on est tous revenus à l'année 56, à l'année 68, quand, avec les mêmes méthodes brutales, des choses semblables s'étaient passées en Europe. Et on était restés tous frappés de voir en 24 février 22, comme on n'avait rien compris de ce qui était en train de se passer. Moi, j'aime beaucoup les journalistes. J'ai même épousé une journaliste. Donc, mais j'aime toujours avoir dans un coin les journaux imprimés du matin du 24 février 22. Parce que les journaux imprimés, donc ils sont imprimés, on ne peut pas les effacer, ils sont imprimés. Et les journaux racontent non pas ce que les journalistes disaient, mais ce que nous tous nous disions. Et personne ne croyait à ce qui était en train de se passer. Personne. Il y avait seulement des activités d'intelligence, des services secrets, d'autres. Mais pour le reste, personne n'avait aucune idée que les Russes étaient en train de faire ce qu'ils ont après fait à l'Ukraine, qu'on était à nouveau comme en 56 ou en 68. Et en vérité, tout ça s'est passé d'une façon qui a bouleversé tout et qui aujourd'hui est en train d'avoir des conséquences très fortes, importantes. Je ne veux absolument pas entrer dans le débat interne de politique domestique en campagne électorale en Suisse, mais je vous dis que dans le reste des démocraties occidentales, je ne sais pas en Suisse, mais dans le reste des démocraties occidentales, les conséquences de la guerre en termes de fatigue profonde de nos opinions publiques, fatigue en termes d'inflation qui est montée, fatigue en termes de difficultés qui sont là et qui sont en train de changer nos vies, est quelque chose qui est très présente, est quelque chose qui est en train d'influencer profondément nos débats politiques. Mais en fait, si on regarde, que s'est-il passé? J'ai cherché de le dire dans un titre en vous présentant mon premier point. En fait, on a eu une réaction, et je vais chercher d'élaborer un tout petit peu sur ce point, une réaction violente à quelque chose qui s'est passé dans les décennies précédentes, quand en fait on était tous convaincus que le monde entier allait devenir un grand Occident. Et on l'a vu avec la réaction de deux Orients, la Russie et la Chine, deux Orients qui ont décidé, l'une d'une façon brutale, l'autre d'une façon moins brutale, de dire que non, ils n'allaient pas s'occidentaliser et qu'ils allaient devenir quelque chose de différent et en altérité avec l'Occident. Et je peux vous dire et raconter ça sur la base aussi de mes expériences personnelles. Moi, je déteste les hommes politiques qui racontent ce qu'ils ont fait dans leur passé. Je le déteste, donc je m'excuse avec vous. Mais dans ce cas, il faut que je fasse une exception. Parce que le sujet dont je dois vous parler est un sujet dans lequel, par hasard, je me suis trouvé là, à un moment dans lequel l'histoire se passait, et je l'ai vu de mes yeux. C'est-à-dire, j'ai participé au dernier G8 de l'histoire, la dernière réunion dans laquelle les 7 de l'Occident étaient à côté de Poutine en tant que 8e. Et j'ai participé même au G20 qui était accueilli par Poutine chez lui, mais chez lui vraiment, Saint-Pétersbourg. C'était l'année 2013, et c'était la dernière occasion dans laquelle la Russie était Occident. Et je raconte ça parce que, avec les yeux d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec le dérapage total, ça semble d'avoir vécu un rêve ou quelque chose qui n'a pas eu lieu vraiment. Avoir vu
avoir vu Poutine, qui était l'hôte, qui avait dans un accueil, dans une activité de hôte parfaite. Je me rappelle même le soir, quand, après un débat acharné qui avait duré pendant des heures et donc qui avait fait complètement changer le programme, comme ce soir, il y avait après les paroles, il y avait de la musique. Mais les paroles avaient continué parce qu'il y avait eu des disputes. C'était les disputes, c'était le temps de la Syrie. Et donc, on avait terminé, non pas à 9 heures, pour se préparer au ballet du Bolchoï, qui était prévu là. Et il y avait les danseuses du Bolchoï qui étaient là, qui attendaient dehors. C'était le mois de septembre. Et donc, on avait terminé à 3 heures du matin. Et les danseuses du Bolchoï étaient toujours là, dehors, qui attendaient. Et alors, Poutine avait dit, mais elles doivent danser. On a décidé qu'elles dansent. Donc, il avait demandé un peu à tous les 20 de rester là. Et je me rappelle qu'on était restés en 3. Moi, je me rappelle, c'était Merkel qui était restée. Et je me rappelle toujours qu'il faisait froid, parce que c'était dehors. Donc, les danseuses, et c'était Poutine qui avait pris son plaid et avait, d'une façon vraiment de grande délicatesse, passé son plaid à Madame Merkel parce qu'il faisait froid. Et quand je revois tout ça à la lumière de tout ce qui s'est passé, évidemment, je pense que quelque chose de très bruyant, incroyable s'est passé, mais je pense que là, on était dans un autre monde dans lequel cette construction d'un grand Occident était prête d'arriver jusqu'au bout. Elle n'est pas arrivée au bout. Mais en fait, si on pense que c'était les mêmes années dans lesquelles, pas loin d'ici, à Genève, la Chine entrait dans le WTO. Et l'entrée de la Chine dans le WTO, dans l'Organisation mondiale du commerce, était l'autre aspect de cette occidentalisation du monde entier, Chine en premier. Évidemment, que s'est-il passé? Alors, il s'est passé premièrement que dans ces éléments de changement forts, importants, il y a eu les deux ruptures. Une rupture a été la rupture brutale que la Russie a voulu mettre, une rupture qui a créé aujourd'hui une tension, compétition, guerre, qui ne peut pas être acceptée, parce que c'est quelque chose qui casse les règles fondamentales, non pas de l'Occident, mais de la façon dans laquelle on vit, les règles évidemment du respect des droits des personnes, de la non-ingérence, et aussi du fait, vous savez, ce qui m'a beaucoup frappé pendant les derniers mois, ça a été toujours cette discussion, ce débat sur mais est-ce que c'est nous qui avons provoqué Poutine en faisant en sorte que l'Ukraine, qui aurait dû être dans la sphère d'influence de Poutine, on a cherché de la prendre. Non. J'ai écouté beaucoup de points sur cet élément. Des gens qui disaient, mais si on avait fait la même chose avec un pays proche des États-Unis, les États-Unis auraient réagi de la même façon. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose de totalement, de fondamentalement important et nouveau dont il faut parler aujourd'hui. C'est le fait que c'est le monde de Yalta qui a terminé de jouer. Le monde dans lequel des dirigeants politiques, assis autour d'une table, dans un grand château peut-être, peuvent décider qu'un peuple passe d'un côté à l'autre, sans que ce peuple puisse décider lui-même qu'est-ce qu'il veut faire. Et en fait, ce que les Ukrainiens ont décidé de faire et de dire, c'est qu'ils n'acceptaient pas que ce soit d'autres, que ce soit les Européens, que ce soit les Russes, que ce soit l'ONU, décident où ils devaient être, d'un côté ou de l'autre. C'est eux qui ont décidé de dire, nous, on ne veut pas être là, on veut être d'un autre côté. Et ils ont décidé de mourir pour ça. Et je pense que ce discours est le discours qui change et élimine complètement cette logique de Yalta qui continue même dans les discussions des géopolitistes et des experts de relations internationales, surtout dans nos débats, dans les talk shows, est très présente et incroyablement présente.
Et en même temps, le deuxième point, c'est-à-dire les Chinois ont décidé à un certain moment de dire non, non. Ils l'ont fait d'une façon différente par rapport à ce qui s'est passé avec la Russie, de façon moins brutale et évidemment avec des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que je veux faire une forte différenciation entre les deux. Mais je vous raconte ce que j'ai vécu là aussi, moi-même personnellement, dans une autre partie de ma vie. J'étais à l'université, à Paris, à Sciences Po, et je dirigeais l'école des affaires internationales. Et donc, plein de relations avec beaucoup de très importantes universités autour du monde. Évidemment, beaucoup d'entre elles en Suisse, le Graduate Institute à Genève, Saint-Gallen, etc. Et on avait commencé une entente très importante avec les universités chinoises. Moi, j'étais témoin de cette ouverture qui a, dans les années 14, 15, 16, 17, ouvert les portes aux chercheurs, aux professeurs, aux étudiants, qui a mêlé ensemble les têtes des jeunes qui sont venus ici avec nos étudiants qui allaient à Tsinghua, à Beida, à Fudan. Et c'était magique. Je vous promets, ça a été pour moi un des éléments les plus beaux de ma vie entière. Et pendant ces années-là, j'ai eu, à cause des fonctions que je tenais, la possibilité chaque année de visiter 3-4 fois par an la Chine, ses universités, d'être appelé à travailler avec les chercheurs chinois, à discuter ensemble. Et c'était un bonheur. C'était un bonheur. Et ça donnait de la confiance dans l'avenir du monde, de l'humanité. J'ai touché ça avec ma main. Et de voir ces étudiants chinois ici, chez nous, tellement bons, premièrement, même dans des sciences humaines, ce n'est pas immédiat. Normalement, on se dit qu'ils sont top dans les hard sciences. Discuter avec eux sur les relations internationales, sur la sociologie, et puis voir que tout ça s'est interrompu, taf, année 18, tout s'arrête. Tout s'arrête et s'arrête avec des conséquences énormes. Nous, on avait plein d'étudiants qui étaient là-bas. Il y avait plein d'étudiants chinois chez nous, plein de programmes qui se sont tout de suite, soudainement, arrêtés. Pourquoi ? Pourquoi on a perdu cette énorme opportunité ? Et en même temps, cette émergence dans les dernières années de ce terme Global South, j'emploie le terme qu'on emploie normalement. Global South, qui est un terme très, très étrange. Parce que franchement, la Chine, ce n'est pas le Sud. Hein. Si on regarde une carte géographique, la Chine, ce n'est pas le Sud. Global South. Et à la fin, qu'est-ce que le Global South ? Cette étrange terminologie dans laquelle on met ensemble tout. On met ensemble le Brésil, on met ensemble les pays de l'ASEAN, on met ensemble évidemment l'Inde, la Chine, l'Amérique latine et évidemment l'Afrique. Le Global South. À la fin, qu'est-ce qui tient ensemble le Global South ? Qu'est-ce qui crée l'identité du Global South ? À la fin, une seule chose. Une identité qui se crée en altérité avec l'Occident. C'est la seule chose qui unit tout ça. Et alors, je pense que là, et c'est la réflexion centrale que je voudrais partager avec vous, c'est pour ça que le dialogue est si important que ça. Il faut peut-être tirer quelques conséquences nous-mêmes du fait que dans un avenir fait de relations internationales comme celle que je suis en train de raconter, nous avons besoin d'affirmer nos valeurs, les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits humains. Mais nous devons le faire de façon aussi que cette identité soit une identité qui ne menace pas les autres ou qui ne crée pas une réaction qu'à la fin nous allons payer nous-mêmes. Parce qu'une situation de contreposition, d'altérité
si forte que ça, comme celle qu'on a vécue, est quelque chose qui, à la fin, est beaucoup plus compliqué à gérer qu'une situation de... je pense que cet aspect-là, lié à toutes les conséquences que c'est en train de créer, on a vu la guerre, on est en train de voir qu'est-ce que ça donne avec la Chine, on est en train de voir qu'est-ce que ça donne avec le fait que l'Afrique, ça c'est la conséquence de tout ça, l'Afrique qui désormais vit de plus en plus, on le voit avec les coups d'État qui sont en train de se passer, une situation de complexité dans sa relation avec l'Europe et avec l'Occident européen. Et alors, tout ça a besoin de notre point de vue, pour nous, peut-être d'une réflexion profonde sur quelles sont les pistes avec lesquelles renouer le dialogue et rendre fort et net nos valeurs. Parce que, évidemment, je ne suis pas en train de dire que nous devons céder sur nos valeurs. Nous devons être très forts et très forts dans la capacité de faire en sorte que nos valeurs soient des valeurs qui deviennent de plus en plus les valeurs au niveau mondial. Mais en sachant que si on le fait de façon maladroite, comme quelquefois on l'a fait, la réaction et les conséquences à la fin sont beaucoup plus dures pour nous à payer. Et alors, mon troisième point est lié exactement aux menaces existentielles que nous sommes en train de vivre. Parce que si on regarde cette année et ces réflexions qu'on est en train de faire, c'est pour ça que je voudrais mettre ça sur la table des réflexions des rencontres Orient-Occident de cette année, on n'a jamais vécu, on n'a jamais vu des risques, des conflits qui mettent tellement en risque l'existence même de notre espèce sur la Terre que la réflexion doit monter en puissance. Elle ne peut pas rester au niveau où elle était. Évidemment, la première référence que je fais est à la bombe. C'est quelque chose qu'on avait oublié. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu le film Oppenheimer. Moi, je l'ai vu 3 fois. Ça m'a frappé, ça m'a dit quelque chose. Parce qu'en effet, j'ai compris que le discours sur la bombe était quelque chose qu'on avait complètement oublié. Oui, ça faisait partie de Strangelove, ça faisait partie de tout ça, mais c'était quelque chose du passé. Il n'y avait aucune possibilité que ça donne des conséquences sur le présent. Et en effet, je pense qu'on a tous vu qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'une guerre comme celle qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui est une guerre dans laquelle la possibilité d'un dérapage sur le nucléaire est quelque chose qui, pour la première fois, a fait partie de débats, a fait partie de paper, a fait partie de notre vie, et non pas de films, de science fiction ou de discussions académiques. Et deuxièmement, parce que le discours autour du réchauffement climatique est quelque chose, là aussi, qui est en train de devenir non pas un débat académique ou quelque chose qui concerne une partie du monde et non pas nous, quelque chose qui a à voir avec ce qui va se passer dans 100 ans. Je pense qu'on a tous très clair, très clair, le fait que l'accélération du réchauffement climatique est quelque chose de même inattendu par rapport aux prévisions qu'on était en train de faire nous-mêmes. Ce qui, évidemment, pour des parties physiques de notre Europe ou de notre monde, peut avoir des conséquences positives. Et je viens, pour ce mandat que le Conseil européen m'a donné, je viens de commencer un tour d'Europe, j'étais à Helsinki. Et dans le papier qu'ils m'ont envoyé, ceux qui organisaient, ils m'ont dit, il faut ce papier qui était très bureaucratique, donc aux personnes qui arrivent de l'extérieur, il est toujours écrit, il faut bien se préparer, la fin du mois de septembre à Helsinki n'est pas la fin du mois de septembre que vous avez à Rome, donc il faut que vous veniez avec des trucs là.
Et donc j'arrive avec... Ça faisait un peu Toto qui arrive à Milan. Et il faisait 25 degrés. Donc j'ai mis tout d'à côté, évidemment, et j'étais comme ça, j'ai enlevé ma veste parce que... Et c'était la semaine passée. Et il me racontait que oui, pour moi c'était bien, c'était amusant, je rigolais de tout ça, mais les conséquences dramatiques sur le Lapland, sur l'Arctique et sur tout ce qui a à faire avec l'équilibre climatique était quelque chose d'incalculable en termes de conséquences. Alors tout ça pour dire que nous avons devant nous deux défis qui sont deux défis et deux menaces qui sont existentielles. Une, la menace nucléaire de la bombe, donc, et l'autre, de la destruction, et l'autre, évidemment, la menace du réchauffement climatique. Et ce n'est pas un cas que les deux vont avoir des conséquences très négatives si cette tension continue entre Orient et Occident. Parce que c'est là qu'on est en train de vivre une phase de tension évidente qui amène comme conséquence, la première des conséquences, du point de vue global, de choix, de priorité, le réchauffement climatique n'est plus la priorité comme elle était il y a 3 ans. On le voit. On le voit dans les sommets internationaux, on le voit dans les priorités des partis politiques, on le voit dans le débat politique, dans le débat académique. Ce n'est évidemment plus ça. On est plutôt dans le délai. De dire, oui, bon, c'est un problème, mais doucement. Parce que maintenant, on a d'autres problèmes. L'inflation, Et évidemment, on sait tous très bien qu'on est déjà en retard, parce qu'on voit quelles sont les conséquences aujourd'hui, et que si on n'est pas en condition de faire en sorte que les pas en avant arrivent et qu'il y ait une préparation, qu'il y ait une gradualité, sinon ça va être beaucoup plus compliqué après, sans la gradualité qui est nécessaire pour faire en sorte qu'on puisse gérer ces énormes changements. Je pense par exemple à la gradualité nécessaire dans les adaptations de l'industrie automobile par exemple. Et c'est un élément qui est un élément de discussion présent dans tous nos pays, mais qui est un élément qui est en train de devenir secondaire, parce qu'à la fin, aujourd'hui, le milieu politique, l'environnement, le débat et tout ça a été vraiment bousculé par la guerre. Et les priorités sont différentes. Ce n'est plus la priorité qui nous met tous ensemble. Et on va arriver à résoudre le problème avec des avancées seulement si on est tous ensemble. Si on n'est pas tous ensemble, si on est en lutte, Orient, Occident, Global South, on ne va pas y arriver. Et donc, pour le dialogue qui peut, seul le dialogue, arriver à faire en sorte qu'on puisse être ensemble sur ces sujets, moi je pense qu'il faut 5 éléments qui sont incontournables. Un premier élément incontournable est évidemment l'unité des Européens. Je le dis dans une journée importante, parce qu'aujourd'hui, à Granada, il y a eu un sommet qui a raconté l'unité des Européens. Tous, la Suisse, le président de la Suisse, était présent à Granada dans le sommet avec tous les autres, non pas seulement de l'Union européenne, tous les leaders européens. Et ce sommet, donc le 3e sommet de cette nouvelle institution qui s'appelle European Political Community, a commencé à faire quelques pas en avant, avec la Suisse on board. Et moi, je pense que c'est quelque chose de positif et d'important. Et évidemment, c'est une unité qui a besoin d'un dialogue, de faire des pas en avant sur des sujets essentiels. Je ne vais pas, évidemment, déjà le sujet est très compliqué, Occident-Orient, je n'imagine pas d'entamer le sujet Suisse-Union européenne. Donc là, je laisse absolument d'à côté. Ça va trop au-delà de mes possibilités. Mais évidemment, cette question d'unité des Européens, on l'a compris dans ces derniers mois, c'est fondamental, on ne peut pas éviter qu'il y ait... Et c'est la seule condition pour que l'on puisse arriver avec le reste du monde
Et donc, la deuxième, évidemment, c'est quelque chose qui a changé dans les dernières années, c'est cette relation avec les États-Unis. Parce que maintenant, jusqu'à maintenant, j'ai parlé d'Occident, mais il y a deux Occidents. Il y a un Occident européen, il y a un Occident américain. Et ce sont deux déclinaisons d'un Occident qui, évidemment, a des valeurs communes, mais ce sont deux déclinaisons différentes. Je vous cite un sujet qui n'est pas le sujet qui vient immédiatement à l'esprit quand on parle de relations États-Unis-Europe, qui est le sujet de la technologie. On a une approche différente sur un sujet clé qui concerne la technologie, qui est la data protection, et qui est le sujet fondamental du futur, de l'avenir. Qui est le propriétaire des données? Qui est le propriétaire de mes données personnelles? Entre nous, les Européens, et les Américains, on a une approche radicalement différente. Parce qu'à la fin, aux États-Unis, le propriétaire des données, ou bien, disons, celui qui décide sur les données, c'est le marché. Ce n'est personne d'autre que le marché. C'est-à-dire, une grande boîte high-tech est obligée à faire bon usage des données, parce que sinon, la réputation sur le marché va chuter. Et l'entreprise va faire faillite. Mais il n'y a aucune règle qui oblige à tenir un comportement sur la propriété des données qui soit conséquent au fait que c'est moi le propriétaire des données qui me concernent. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas l'entreprise surtout. Mais en même temps, chez nous, on a une approche qui est complètement différente. On est des champions de règles, peut-être trop, on aime beaucoup les règles. Mais en fait, la question centrale est le fait que c'est la personne au centre. Ce n'est pas le marché et ce n'est pas l'État, comme quelquefois en Chine, là où c'est l'État le propriétaire des données, pour des raisons sécuritaires. Mais chez nous, c'est la personne. Donc on a plein de règles qui cherchent de faire en sorte qu'il ne puisse pas se passer ce qui, quelquefois, s'est passé. C'est-à-dire que les données des personnes... Et ça, ce n'est pas seulement une question de privacy. Hein. Quelquefois, on se dit, mais écoutez, moi, je m'en fiche de mes données. Je ne suis pas le prince de Monaco, je n'ai pas un problème de privacy personnel. Ce n'est pas ça. Oui, quelqu'un peut dire, moi, je m'en fiche de mes données. Le problème, c'est que dans la vie d'aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, dans la politique d'aujourd'hui, qui est propriétaire de données gagne dans la compétition. On le sait tous très bien. Le rôle des données est fondamental. Et donc, il est fondamental que tout soit géré différemment. J'ai cité ce point pour dire que, évidemment, les Européens, les Américains, ce n'est pas la même chose. Il faut savoir que cette unité entre nous, il faut y travailler, parce que ce n'est pas donné pour acquis. Et je le dis parce que l'année prochaine, les Américains vont avoir une élection dans laquelle, on va voir les conséquences, mais on a déjà vu qu'est-ce qui s'est passé une fois. Et cette relation est fondamentale. Sans une relation étroite entre nous et les Américains, c'est compliqué. Je le dis pas seulement parce que les Américains nous aident du point de vue de la sécurité, mais je le dis pour une autre raison. J'ai vu pendant les derniers 9 mois le travail important, sans cesse, que les autorités européennes, que les milieux culturels européens, que les experts de relations internationales européens ont fait pour convaincre les Américains à ne pas mettre dans le même basket Russie et Chine, qui est un point fondamental, même de tout mon discours. J'arrive à la fin tout de suite. On ne peut pas accepter que l'on mette dans le même box Russie et Chine. La Russie de Poutine, est coupable pour tout ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mais avec la Chine, ce fait que nous, les Européens, vous avez vu cette terminologie complexe, on emploie le terme de-risking au lieu de decoupling, parce que désormais on ne peut que parler en anglais, et donc de-risking au lieu de decoupling. De-risking, c'est une compétition moins acharnée.
Decoupling, ça veut dire que voilà, on se bat complètement. Et nous, les Européens, on a choisi de différencier entre la Russie et la Chine. Et on a bien fait, je pense. Et il faut continuer dans cette direction. Et on a obligé les Américains à se poser le problème, eux aussi, et à ne pas mettre la Russie et la Chine ensemble, parce que franchement, imaginez qu'on met ensemble la Russie, la Chine et tout le Global South, franchement, je pense que c'est une erreur stratégique majeure dans une capacité de gestion. C'est pour ça que le troisième point est bloquer la folie putinienne, mais le quatrième point est mettre dans un rail constructif la relation avec la Chine. Il est fondamental que ça se passe avec la défense de nos intérêts commerciaux, premièrement, industriels, économiques, mais mettre dans un rail constructif. On ne peut pas les mettre dans la même boîte. Je pense que ce serait... Et en même temps, cinquième point, et puis j'arrive à mes conclusions, c'est la nécessité d'investir et de s'investir dans les relations avec les autres Orients. Et là, il faut mettre beaucoup d'engagement. Les autres Orients, évidemment, les Orients avec lesquels l'Occident a toujours travaillé, que ce soit le Japon, que ce soit la Corée, mais je pense aux autres Orients. Moi, je pense à ASEAN, par exemple. Les 10 pays de l'ASEAN, c'est une puissance émergente énorme. ASEAN, ensemble, il s'agit de 10 pays qui, en 2050, seront la 4e puissance mondiale du point de vue économique s'ils étaient tous ensemble. Indonésie, Singapour, Vietnam, Thaïlande. La nécessité pour nous tous de s'investir, de nous investir de l'autre côté. Et puis le Pacifique. Le Pacifique qui est Orient et Occident ensemble. Ça dépend d'où on le voit. Mais évidemment, le Pacifique qui joue l'autre rôle et qui évidemment est un élément essentiel de toute cette discussion et de tous ces éléments. Je termine. Le paradoxe fondamental qu'on vit, dont le représentant de la politique étrangère européenne a fait des discours très bien calibrés, est le paradoxe de cette... On a cessé avec la présence d'une seule puissance. On n'est pas avec seulement les États-Unis, la seule puissance, la monopuissance. On est dans un multipolarisme, avec beaucoup de puissances émergentes. Et en même temps, ce multipolarisme vit dans la fin du multilatéralisme, qui est et qui avait été la plus grande peut-être des conquêtes des dernières décennies, et qui aujourd'hui, hélas, est en train de vivre un moment de désastre. Quand je vois qu'il se passe des choses, comme on l'a vu en Arménie il y a quelques jours, où il se passe des choses entre d'autres pays à l'intérieur de l'espace européen, sans que les Nations Unies soient capables de faire rien, non pas à cause de l'inefficacité du rôle des institutions des Nations Unies, mais à cause du fait que, évidemment, le veto et les contrapositions des pays, des grands pays, rendent tout ça impossible. Mais alors, si tout ça va dans cette direction, moi je pense que le discours que j'ai fait sur les conditions du dialogue doivent nous faire en sorte aussi que pour nous de nous poser le problème du rôle de l'Afrique qui est dans tout ça, dans cette relation, non pas la troisième partie, mais probablement va devenir le centre de tout. Ce n'est pas un cas que les Chinois ont fait tant d'investissements en Afrique, mais surtout la nécessité de comprendre que le plus grand changement est en train de se passer en Afrique, sans qu'il y ait parallèlement les investissements nécessaires pour faire en sorte que ce changement, le grand changement démographique, puisse se passer avec des buts et des conséquences constructives. On sait tous très bien, mais je voudrais simplement répéter les chiffres parce que quelquefois on n'a pas complètement l'idée de ce qui est en train de se passer. Pendant un siècle, donc de 1960 à 2060, on va vivre un changement dans la démographie de notre Terre
qui fait en sorte qu'à l'intérieur d'un siècle, on a le triple d'habitants. On passe de 3 milliards à 10 milliards, de 3 milliards à 10 milliards dans un siècle. C'est le plus grand changement de l'histoire de l'humanité, évidemment, on le sait tous très bien, mais 10 milliards à partir de 3. Et surtout, nous, les Européens, on reste les mêmes comme chiffre absolu. Évidemment, on passe du 20% qu'on était au 7% qu'on va être. Les Africains étaient le 7% du monde, quand le monde avait 3 milliards d'habitants, vont devenir le 20% du monde quand le monde aura 10 milliards d'habitants. Ce qui veut dire que les Africains montent 3 fois, 2 fois. C'est-à-dire le monde devient 3 fois plus grand et la présence des Africains devient 3 fois plus importante dans ce monde qui devient 3 fois plus grand. Donc il y a un élément, évidemment, qui est fondamental dans cette discussion. Parce que la question des inégalités, la question de la relation avec l'Afrique, la nécessité de faire en sorte que l'Afrique se développe, qui ne se trouve pas, hélas, dans la situation dans laquelle une bonne partie de l'Afrique se trouve aujourd'hui, fait en sorte que ce débat et cette partie du débat reste fondamentale. Parce que nous devons trouver la façon, nous tous, les pays européens, de donner une solution à cette équation apparemment à solution impossible. Parce que si on vous disait à l'école ou aux premières années d'université d'économie qu'il y a 3 éléments clés dans cette équation d'économie. Premier élément, une démographie vieillissante. Il n'y a plus d'enfants et il y a une démographie vieillissante. Deuxième, une dette montante. Troisième, une gestion des migrations totalement inefficace. Les 3 choses ensemble créent une espèce de solution, d'équation à la solution impossible. Parce qu'on sait tous très bien que si les 3 choses vont dans la direction que je viens de dire, il n'y a pas de solution de long terme. C'est pour ça que la nécessité de faire en sorte que tous nos discours, même les discours que je fais ce soir, puissent être à notre intérieur, tournés vers l'avenir, dans un élément dans lequel ce sont 3 les éléments sur lesquels on cherche d'investir le plus, et les 3 éléments, c'est les skills, la technologie et les jeunes, en cherchant de mélanger ensemble les 3. Les skills, la technologie, les jeunes. Les skills, la technologie, les jeunes. C'est la seule façon pour nous tous de chercher de trouver une solution à cette équation qui aujourd'hui semble impossible. Mais tout ça, ça peut se faire, et je vais terminer là-dessus, seulement si autour de tous ces discours de dialogue, de relations économiques, de relations commerciales liées à la technologie, aux skills, au rôle des jeunes, nous mettons dans tout ça de l'âme. Parce que si nous ne mettons pas d'âme dans tout ça, on ne va pas y arriver. Et quand on me demande qu'est-ce que l'âme, dans tous ces discours qui semblent des discours pleins de détails techniques, économiques et tout ça, à la fin, quand on me demande qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la force d'une projection, d'une capacité de mobiliser l'énergie, de voir les choses, à la fin, moi, je vois que l'âme est dans une petite histoire, dans un petit épisode, une histoire que moi j'aime beaucoup, parce qu'à la fin, est l'histoire de toutes nos villes européennes. Et c'est l'histoire qui nous raconte comment la seule possibilité pour mobiliser les énergies que nous avons est celle d'être à l'intérieur, chacun d'entre nous, dans son individualité, dans sa capacité comme individu de faire les choses, de se mettre dans un dessein qui a
une idée de grand dessein qui nous unit tous. Et alors seulement comme ça, la mobilisation d'énergie peut être. Et l'histoire qu'on m'a racontée, que j'ai toujours trouvée très forte et unique, est l'histoire de nos cathédrales. Les cathédrales, c'est le cœur de nos histoires et de nos villes, de toutes nos villes européennes. Chaque ville européenne a sa propre cathédrale qui a son histoire. Et alors, cette histoire de deux personnes qui marchent et qui arrivent dans une grande place d'une ville, évidemment dans un moment de l'histoire où on construisait des cathédrales et qui rencontrent des personnes qui sont en train de travailler physiquement. Et ils font un travail qui n'est pas un travail exceptionnel parce qu'ils sont là, qui sont en train de couper des pierres. Et donc ils fatiguent. Et les deux voyageurs demandent aux deux personnes qui sont en train de travailler là et demandent qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et le premier des deux travailleurs répond d'une façon et avec un visage absolument écœuré en disant « Mais tu ne vois pas ce que je suis en train de faire, je coupe des pierres. » Point. Et il continue. Et l'autre travailleur répond « Je suis en train de participer à la construction de la cathédrale de ma ville. » Et dans l'énergie, dans la force de cette phrase, dans le sourire qu'il y met, il y a toute l'idée de la participation à quelque chose qui nous unit, un dessein commun qui rend fort, unique et très beau ce que chacun d'entre nous fait. Sans cette destinée commune, sans ce destin commun, c'est très compliqué d'imaginer que le succès personnel puisse être seulement la seule chose dans laquelle nous nous engageons tous. Et c'est pour ça que je pense que dans cette équation à la solution impossible, si on ajoute aux jeunes, aux skills, à la technologie, les cathédrales, je pense qu'on va y arriver. Merci.